Bismillah. Mardi 16 octobre, 18h51. Racontez-moi, ces bruits dans la cave, ces yeux derrière les arbres, cette forme immense, juste au-dessus des nuages. Cessez de trembler et racontez-moi, ne suis-je pas l'espion de l'étrange? Le portail m'apparut au détour d'un virage. J'étais arrivé en avance, qui plus est, par acquis de conscience, je déchiffrai le nom inscrit sur la plaque de fer forgée, soudée à la grille. Puis j'allumai une cigarette. Parfait. Et maintenant? Je garai Carmelita sur le bas-côté, mais décidai de laisser tourner le moteur. Il avait plu toute la journée, et un méchant brouillard montait du sol. Merde, je n'avais aucune envie de me retrouver seul dans le noir par ce temps. D'ailleurs, je m'étais promis de repérer le terrain avant quoi? Je l'ignorais. Pour la centième fois peut-être, j'ouvris l'attaché case et pris la carte qui traînait sur les piles de billets de 500 francs. Mardi 16 octobre 1990. La Lambrumière, Sainte-Gueniève-des-Bois. 19 heures. Pas d'en-tête ni de signature, mais les billets étaient vrais. J'en avais fait expertiser une douzaine, prélevés au hasard dans le paquet dès que le coursier chargé de la livraison était reparti. Bon Dieu, subhanahu, qui pouvait bien s'être amusé à m'expédier 100 briques par la poste. Je suis fatigué, déclamai-je, fatigué, fatigué, fatigué. Personne ne me répondit. J'ouvris la portière, jetai ma cigarette dans le fossé, une odeur de terre mouillée entra dans la voiture. Je souris et, me renforçant dans mon siège, entrepris d'étudier les lieux. Les deux énormes vantaux ouvragés qui protégeaient la lambrumière étaient flanqués à droite et à gauche d'une paire de vraies fausses colonnes doriques. Deux vasques rouges foncées les couronnaient, vides apparemment, mais le motif démoniaque sculpté dans la terre cuite me mit mal à l'aise. J'étais brusquement confronté à l'Unheimlich, l'inquiétante étrangeté du bon docteur Freud, en plein jour. Ces conneries m'auraient fait sourire, je le savais, mais le jour n'était plus qu'un souvenir. Réprimant un frisson, j'allumai une nouvelle cigarette et repris mes investigations. Un mur de meulière en mauvais état, dont le fait était coiffé de grosses tuiles moussues, s'étirait de part et d'autre de l'entrée. Je l'avais longé pendant plus d'un kilomètre. Le parc qui dépendait de la maison devait être vaste, 10 hectares au minimum. Du bâtiment lui-même, on ne voyait rien. Je tournai la tête. Un préfabriqué portant le sigle d'Atex, tracé au perchoir, se dressait de l'autre côté de la route, juste en face du portail. Au-delà, c'était la colline de Sainte-Gueniève. Elle se déroulait en vagues molles qui surplombaient les grandes artères du bled. Le rail bleuté de l'autoroute A6, escorté par la ligne blanche du RER et celle jaunâtre de la nationale 20. En fermant les yeux, je parvins à saisir le murmure du trafic. Voitures, trains, voitures, la grande transhumance, Paris, banlieue. Je consultai ma montre. 7 heures pile. Toujours rien à la grille et franchement, je ne mourrais pas d'envie d'aller sonner. Je décidai d'accorder 5 minutes supplémentaires à mon éventuel interlocuteur. Puis, pour m'occuper les mains et l'esprit, j'allumai la radio. Sur France Inter, Patrice Bertin entamait son marathon vespéral. Crise du Golfe, marée noire en Chine, scandale financier à Tokyo, crime raciste à Paris, la valse ordinaire des cons et des salauds. Je pris tout de même note sur mon carnet personnel de la découverte, due aux astronomes d'Arecibo, d'un nouveau satellite de Jupiter. La force de l'habitude, dès que j'avais su écrire, mon père m'avait appris à faire des fiches sur tout ce qui pouvait être utile à ses recherches. Des ovnis au poltergeist, le champ était vaste. J'eus un sourire triste, mon père, chasseur de fantômes professionnel, à qui je devais sans doute l'essentiel de ma vocation d'écrivain. Mon père cible de toutes les polices secrètes de l'Est pendant près de 20 ans. Mon père, dont j'étais sans nouvelles depuis 6 mois. Ne t'emballe pas, rien ne prouve qu'il est mêlé à ça. C'était là tout le problème. Hochant la tête avec humeur, je coupai le contact, ramassai le million emballé dans son attaché case et sortis. L'air était froid, chargé d'humidité. Il y flottait un parfum de champignons et de bois pourri. Pas désagréable, en fin de compte. J'inspirai à fond, relevai le col de mon lodan, m'approchai de la grille.
Tout ça devenait passablement ridicule. Je sonnai. Un visage blafard se matérialisa derrière les barreaux. Monsieur Deck? Oh déception! Au lieu et place du maniaque à la Stephen King auquel je m'attendais se tenait un petit homme d'une soixantaine d'années, engoncé dans un pardessus miteux, son crâne au sommet duquel la sueur plaquée de rares cheveux gris luisait doucement dans la pénombre. J'eus un bref sourire, mais ne dis rien. L'inconnu essuya du dos de la main la goutte qui oscillait au bout de son nez, leva sur moi un regard impénétrable et répéta: Vous êtes bien monsieur Deck? Karel Deck, et vous? Bémentel, Paul Bémentel. Je travaille à la mairie au cadastre. Voulez-vous entrer? Sans attendre ma réponse, il déverrouilla la grille et fit un pas de côté. Je m'avançai circonspect. Qu'est-ce que vous foutez ici, Bémentel? La même chose que vous. Ah bon? J'agitais la mallette avec des inventures. Alors vous savez sans doute ce qu'il y a là-dedans. Il m'adressa un clin d'œil complice. Voyons, si je ne m'abuse, il doit s'agir du montant de notre petite transaction. Quelle transaction? À quoi jouez-vous, monsieur Deck? Nous parlons de la maison, évidemment. La maison? Vous voulez dire que la Lambrumière est à vendre? Brémentel se voûta et jeta derrière lui un regard apeuré. Pas si fort, voyons. Vous savez que ce n'est pas officiel. Écoutez, Paul. Je n'achevai pas ma phrase. Inutile, en effet, de demander à mon contact qui il était vraiment, ou si je lui devais d'avoir reçu tout ce fric au courrier du matin. Je connaissais d'avance la réponse. Non, il fallait aborder la situation d'une toute autre manière. Brémentel, comme moi, n'était dans cette histoire qu'un intermédiaire, présent en rendez-vous pour vendre la propriété et encaisser le cash. Point final. Mais il devait bien y avoir un moyen de soutirer quelque chose à ces vieilles ménages. Paul, repris-je, avec affabilité, je ne sais rien, excepté que j'ai de l'argent pour vous et vous des papiers pour moi. D'accord, opina Brémentel, que cette déclaration rassérénait visiblement. Parfait. Je vous pose donc la question. Pourquoi la transaction n'est-elle pas officielle? C'est un peu délicat, voyez-vous. Il se pencha sur mon épaule et murmura. L'endroit appartient à la mairie. Et alors? Eh bien, la personne qui a signé l'acte de vente a oublié d'en référer au conseil municipal, vous comprenez? Il faut que tout aille très vite. Mais pourquoi, nom de Dieu, subhanallah. Et puis, tant qu'on y est, j'embrassai d'un grand geste le parc noyé de brume et au-delà la silhouette massive de ce qui ressemblait à un petit manoir. Pourquoi 1 million? C'est grotesque, ce truc vaut 5 fois plus. Brémentel hocha la tête avec affliction, comme si la cote de la Lambrumière était pour lui un affront personnel, et chuchota. C'est à cause des choses. Et voilà, tu as compris maintenant. Oui, j'avais compris, du moins je le croyais. Quelle chose? Le vieux me jeta un regard étrange, mais ne répondit pas. Quelle chose? Répétai-je. Vous avez peur de passer pour un dingue? Rassurez-vous, je suis une sorte d'expert dans ce genre d'affaires. Flic? Allons, allons, le morigénais, en souriant. Les flics n'en sont pas encore à s'intéresser aux maisons hantées. Je suis écrivain de science-fiction. Votre nom ne me dit rien. Brémentel n'avait pas l'air de comprendre où je voulais en venir. Je décidai de me montrer un peu plus explicite. Entendu, Paul. Vous n'avez jamais entendu parler de moi avant ce soir, mais il existe un autre Deck, prénommé Thomas, écrivain lui aussi, et chercheur, 30 ans d'enquête sur le paranormal. Celui-là, vous le connaissez sûrement. C'est un homme célèbre. Ce qui se passe ici l'aurait fasciné, voyez-vous. Je m'étonne même qu'il ne se soit pas déjà manifesté, peut-être. Stop! Mon interlocuteur eut un sourire où pointait une vague condescendance. Jeune homme, vos histoires de famille ne me concernent pas. Vous vous prétendez expert, je vous trouve tout juste l'air d'un touriste en mal de sensations fortes. Si ce qui se passe ici vous intéresse, payez. Dès que cette mallette aura changé de main, vous pourrez parcourir la Lambrumière tout à votre aise. Vous en serez devenu le légitime propriétaire. D'ici là, pas de commentaire. Sur quoi il me tendit sa main droite, largement ouverte. On ne pouvait être plus explicite. Pendant une seconde, j'envisageais de lui casser la gueule, parce que tu as fait fausse route. Eh bien non, c'est évidemment hors de question. Je desserrai les poings. Que pouvais-je faire? Rien ne m'empêchait de remonter en voiture et de foutre le camp, avec 1 million en poche, mais je n'étais pas naïf, au point d'imaginer que ceux qui m'avaient envoyé au rendez-vous de
Sainte-Gueniève se contenterait de passer la chose aux pertes et profits. En outre, j'avais terriblement envie de savoir. Je tendis donc la mallette à Brémentel, et il s'en saisit avec avidité, fit jouer les fermoirs et passa sur les billets une main qui eût ravi Parkinson. Bien, très bien, apprécia-t-il d'une voix légèrement altérée. Vous voici chez vous. Il se mit à fourrager dans ses poches, en sortit une liasse de documents qu'il me glissa dans les mains. Tous les cachets ont été apposés, et j'ai moi-même signé les procès-verbaux. Vous remplirez les blancs quand vous le jugerez bon. Les précautions dont on avait entouré toute l'affaire suffisaient à garantir la valeur juridique des dits papiers. Je les empochai donc sans prendre la peine d'y jeter un coup d'œil, me contentant de demander les clés. Vous trouverez les 2 jeux au rez-de-chaussée de la villa sur la table du salon. Vous m'accompagnez? Brémentel émit un curieux petit gloussement. Ce serait avec plaisir, mais ma femme m'attend. Après quoi, toujours gloussant, il fit demi-tour et se dirigea vers la grille. Puis s'immobilisa. Alors stupéfait, j'entendis sa voix chargée de haine déclarer. Des ombres viles, mauvaises, cruelles parfois, des formes si rapides qu'elles semblent n'avoir jamais été là. Et pourtant, vous saignez, vous souffrez, vous mourrez peut-être, sans les voir. Par contre, vous les entendez. Oh oui, vous entendez leurs pas dans la nuit, leur souffle derrière la porte, leurs griffes lorsqu'elles cherchent le loquet et s'apprêtent à entrer. Voilà, monsieur Deck, de quelle chose il s'agit. Et il disparut. Autant vous le dire tout de suite, je n'en menais pas large, non que le numéro de Brémentel m'eût impressionné le moins du monde. Au contraire, si les choses ressemblaient au portrait qu'il venait d'en esquisser, j'avais hâte d'en croiser une au coin du bois. Ce qui m'inquiétait en revanche, c'était que le petit employé s'était révélé juste avant de s'évanouir dans la nuit. Un être fourbe, envieux, doté d'indiscutables dispositions à la cruauté mentale, sans oublier le fait que ses employeurs l'avaient choisi, lui, pour convoyer un joli magot en liquide. Autrement dit, Brémentel était un salaud et un dur, et pourtant, jusqu'à l'ultime seconde, il avait eu peur, une peur ignoble, atroce, capable de faire trembler sa voix et ses mains, capable de le faire suer à grosses gouttes un 16 octobre. Cela suffisait à transformer la Lombrumière en antichambre de l'enfer. Un nocturne ulula au-dessus de moi. Son cri me rendit un semblant de raison. Je suis un Deck, bon Dieu, subhanallah, murmurai-je en cherchant mes cigarettes. J'ai lu Le Diable à 4. J'ai vu Alien. Je ne vais tout de même pas me laisser avoir aussi facilement. Après quoi, je balayai d'un coup de pied rageur les feuilles mortes qui virevoltaient au ras du sol, puis me mis en marche vers la maison. Le chemin qui y menait, assez large pour laisser passer une voiture, mais très mal entretenu, dessinait entre les châtaigniers une série de courbes irrégulières, apparemment commandées par l'affeulement de lourdes masses rocheuses. Au bout d'une centaine de pas, je m'arrêtai et jetai un coup d'œil derrière moi. Le portail était hors de vue. Je laissai tomber mon mégot dans la boue, attendant l'irrésistible pulsion qui me ferait tourner bride et courir me réfugier à l'abri de Carmelita. Elle ne vint pas. Ce fut une agréable surprise. La fibre surnaturelle, héréditaire sans aucun doute, était donc assez forte pour transformer un couard en héros de roman. Satisfait sans être rassuré, j'allumai une nouvelle cigarette et pressai le pas. Il m'a fallu 6 minutes exactement pour atteindre le perron de la villa. Hors d'haleine, je trempais la vigilance des 2 lions de pierre qui en gardaient l'accès. Gravis l'escalier et me laissai choir sur la dernière marche. J'avais parcouru un peu plus d'1 kilomètre. Les coudes sur les genoux, je m'efforçai de récupérer tout autour de moi. Le brouillard continuait de s'épaissir. Voilant de gris la sombre moutonnement du parc, quelque chose allait se produire. Non, quelque chose était en train de se produire. Quoi? Je n'en savais rien. Mais je sentais qu'une menace confuse planait sur cet endroit. Une nouvelle fois, je fus tenté de rebrousser chemin. Et puis, le téléphone se mit à sonner. Le front couvert de sueur, je me remis sur pied. C'était un jeu, bien sûr, un jeu entre les choses de la Lombrumière et mes nerfs déjà éprouvés.
Et avec l'implacable logique d'un cauchemar, le terrain de ce jeu se déplaçait, m'éloignait un peu plus de mes bases, m'entraînait vers le centre d'un territoire dont j'ignorais tout. La mort dans l'âme, je poussai la lourde porte ouvragée qui défendait la maison et entrai. Une odeur caractéristique m'assaillit aussitôt. Poussière, moisissure, humidité, rien d'autre. Non, rien. J'ouvris les yeux, je me tenais sur le seuil d'un hall magnifique dont les murs s'ornaient de portraits tout droits sortis du XIXe siècle. L'un d'entre eux me souriait. Il représentait une jeune femme rousse, fort belle, qui relevait la tête comme si un appel du peintre l'avait dérangée au beau milieu de sa lecture. Je m'approchai afin d'identifier le livre qu'elle tenait ouvert sur ses genoux, La Duchesse d'Avila, de Jean Potocki. Un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, je me trouvais en bonne compagnie. J'adressai un petit signe à la dame, puis j'entamai un troisième paquet de camels. Manquant de me brûler les doigts lorsque je réalisai tout à coup que le silence était retombé sur la maison. Combien de temps étais-je resté ainsi, perdu dans mes songes? 1 minute? 10? 10 était un chiffre vraisemblable. Cela n'avait d'ailleurs aucune importance. Le téléphone s'était tu, et pour l'instant je n'en demandais pas davantage. Environné d'un réconfortant nuage de fumée bleue, je fis le tour du hall, de mon hall, s'il fallait en croire les papiers que j'avais en poche. L'escalier tapissé de rouge qui en occupait le fond était un peu trop sombre à mon goût. Pas question de m'y risquer, mais peut-être cette splendide porte vitrée. J'en écartai les battants, puis m'avançai. Apparemment, je me trouvais dans le salon promis par Brémentel, une longue pièce lambrissée et meublée avec goût, dont le sol disparaissait sous d'épais tapis de laine. Mes yeux en suivirent les dessins jusqu'au barrage clair d'un muret de séparation, un meuble bas s'y adossait, dans le ventre duquel couvait un feu ambré. Nom de Dieu, subhanallah, blasphémai-je sans la moindre retenue. Du whisky. C'en était et de l'excellent, pur Malte, 20 ans d'âge en moins, de quoi renvoyer Satan, alayhi lui-même en enfer. J'achevai mon exploration après un soupir d'aise. Une vaste table de chêne massif s'étendait sous le lustre qui dominait la pièce. J'y trouvai 2 jeux de clés que j'empochai aussitôt. Ma tête tournait doucement, l'ivresse me rendait euphorique et me privait du plus élémentaire bon sens. Conforté par mon apparente victoire, sur l'ombre et les démons de la maison, j'envisageais même de m'installer dans le salon pour la nuit. N'étais-je pas chez moi? Avec un petit rire, je m'écroulai dans l'un des feuillets disposés en cercle devant la cheminée et levai ma bouteille de Glenfiddich à la santé de Brémentel. La sonnerie du téléphone me fit faire un bond d'1 mètre. Cette fois, c'était tout près. Je m'arrachai à l'étreinte du siège pour me ruer vers une table basse, sur laquelle trônait un vieil appareil à cadran. Je décrochai d'une main tremblante et bredouillai. Allô? Lorsque le ricanement s'éleva contre mon oreille, je sus que la lampe-lumière m'avait piégé. Dec? Bonjour, Dec. Bonjour, bonjour, bonjour. Dec, chérie. Qui êtes-vous? Ma voix n'était plus qu'un murmure sans force. J'ai un joli cadeau pour toi. Joli, joli, joli. Oh oui. Pourquoi ne sors-tu pas sur le perron prendre ton cadeau? Un rire infernal emplit de nouveau l'écouteur. Je raccrochai aussitôt et cherchai des yeux le whisky que j'avais abandonné près du fauteuil. Alors seulement, je vis le câble noir lever tel un serpent dans les brins du tapis. L'appareil n'était pas branché. Les jambes tremblantes, je m'allongeai sur le dos et fermai les yeux. Bon sang, c'était grotesque. J'avais passé ma vie à lire des histoires comme celle-là, à en assimiler la logique, les mécanismes élémentaires, à ce point d'imprégnation. Cela allait bien au-delà de la simple formation intellectuelle, un entraînement. Oui, pour le jour où l'étrange traverserait l'écran des mots qui le retenaient prisonnier à l'intérieur des livres et étendrait sa main sur le monde. Cessez de trembler et racontez-moi. Ce fut comme si je recevais une gifle en plein figure. Karel Dec, l'idiot du village. N'étais-je pas écrivain moi aussi? Oh bien sûr, pas encore professionnel, tout juste une demi-douzaine de nouvelles, extrêmement classiques, mais remarquées parce que nourries de l'énorme documentation que mon père avait accumulée pendant 30 ans.
Des nouvelles dont les héros n'auraient pas hésité à accepter rendez-vous de la Lambrumière. Pour ensuite pousser le vice jusqu'à poursuivre leur petite expédition après la mise en scène de Paul Bremantel. Et alors? Tous les détectives de l'impossible se seraient comportés de la même manière, non? J'eus un pâle sourire. Tous, oui, Alphonse Van Worden, dans La Duchesse d'Avila, Harry Dixon, le commandeur de Michel Honaker, et bien entendu Sean Corey, mon propre personnage, autour duquel j'essaie en vain de bâtir mon premier roman depuis 6 mois. Il fallait donc qu'il y eût une raison supplémentaire pour que l'on m'eût choisi, moi, et de toute évidence, cette raison s'appelait Thomas Deck. En fin de compte, j'avais trouvé une partie de ce que j'étais venu chercher, et après, 2 possibilités. Redevenir un être humain doué de raison, mieux vaut tard que jamais, fermer les yeux, serrer les fesses, et me terrer dans un coin en récitant des prières, ou bien continuer à jouer au héros et sortir sur le perron comme on me le suggérait, parce que c'était ce qu'avaient prévu mes commanditaires, parce que c'était ce que Sean Corey aurait fait. La certitude d'avoir compris ce que l'on entendait de moi me calma un peu. Je bus encore l'équivalent de 2 ou 3 verres, histoire de m'abrutir tout à fait, puis me levai avec difficulté. Le salon tournait tout doucement autour de moi. Je fixais d'un œil mauvais le téléphone hors d'usage qui semblait me narguer et gronder. Tu es à moi, saloperie. Demain, je te fous à la poubelle. Après quoi, je titubai jusqu'au hall. Passai sous le regard de la lectrice aux cheveux roux et ouvrit la porte, en regrettant de ne pas m'être spécialisé dès mon jeune âge dans la littérature érotique. Il me fallut une demi-minute pour m'accoutumer à l'obscurité qui régnait à l'extérieur. Apparemment, rien n'avait changé, rien de visible. En tout cas, pourtant, quelque chose était différent. La température, peut-être. Je n'aurais pu en jurer, mais il me semblait qu'elle était remontée d'1 ou de 2 degrés. Quelques instants s'écoulèrent ainsi, ambre, silence, immobilité, puis j'entendis les bruits. Faible au début, comme si l'on marchait avec précaution au milieu des taillis qui cernaient le perron. Je cessais presque de respirer. Les pas se firent plus assurés. Une branche craqua. Je pivotai, entrevis une silhouette minuscule qui s'évanouit aussitôt. Un rire s'éleva, léger, celui d'une femme. Je mis le pied sur la première marche et demandai d'une voix raisonnablement fermée. « Qui est là ?» Un sanglot étouffé me répondit. Serrant les poings, je commençai à descendre vers les lions de pierre. Quelque chose jaillit les buissons et poussa un cri. Je reculai précipitamment. J'étais en train de passer un test, je le savais. Et cela transformait ma peur en colère. Pourquoi criai-je en descendant une nouvelle marche. Si vous voulez me parler, vous n'avez qu'à. Un concert de grognements couvrit le reste de ma phrase, auquel se mêlèrent de nouveaux sanglots lorsque j'arrivai sur le sol détrempé. Je ne sais combien de temps je demeurai ainsi, jambes écartées, poings serrés l'un contre l'autre. Cela grondait, pleurait, chuchotait. Des mots ignobles, non, des hurlements d'enfants, torturés, non. Quelque chose se hissa au-dessus du sol détrempé, foya l'air de ses membres torts. Malgré la sueur qui me brûlait les yeux, je devinais un corps cuirassé d'écailles et 2 immenses ailes de cuir. Non. À présent, c'était moi qui hurlais. La créature esquissa un mouvement de recul, puis réintégra le vase qu'elle se mit à dévorer avec voracité. Un souffle nauséabond enfeuilla les buissons et me suffoqua. Je titubai, incapable de fuir ou d'avancer, paralysé, tandis que la boue, animée d'ondes visqueuses, venait battre mes pieds en une parodie de ressac. Puis, comme si une main invisible s'était abattue sur la lambrumière, le silence revint, immense, glacé. J'écarquillai les yeux. Une ombre gigantesque glissait sur moi, en moi, si noire qu'elle en effaçait la nuit elle-même. Je sentis mon ventre se nouer, mon cœur battre tel un marteau dans ma poitrine. Il fallait que je lève la tête, que je ne garde. Mais l'idée de me soumettre une fois de plus à l'implacable logique de la maison me terrifiait. Alors une voix retentit, énorme, surpuissante, emplissant l'espace obscur et balayant mon corps comme une vague. Karel Deck.
Je tombai à terre, roulé sur le dos. Au milieu du ciel se tenait une forme gigantesque, dont les ailes barbelées de plumes gris fer semblaient s'étendre d'un horizon à l'autre. Un oiseau. Instinctivement, je sus qu'il ne volait pas, ne planait pas non plus. Il était simplement là et me fixait. Un voile rouge passa devant mes yeux. Perdre conscience. Cela aurait été si simple, mais je n'en avais pas le droit, pas encore. L'oiseau sembla comprendre. Il plouaya son cou décharné, ouvrit un bec vaste à bouffer la lune et croassa. Kaeldek, au secours!